Je vous salue tous, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de rentrée du Club du Mercredi. Je vais vous toucher quelques mots sur le Club du Mercredi avant de parler de la conférence à laquelle vous apprêtez à assister. Le Club du Mercredi, c'est une association qui a été créée en mai 2017 par Laurent Chang, Alexandre Landre et moi-même, Maxime Logereau, j'en suis aujourd'hui président. Cette association a plusieurs objectifs, deux en particulier. Le premier, c'est d'organiser de façon régulière des conférences qui porteront sur des thèmes précis, quelquefois peu abordés, comme ça a été le cas pour la dernière avec l'histoire de l'art, comme ce sera le cas ce soir également avec l'écologie, où Fabien va nous proposer un angle de vue un petit peu atypique et intéressant sur la question. Et puis le deuxième objectif, c'est de mettre en relation les personnes qui sont intéressées par le contenu produit par le Club du Mercredi. Donc ça, c'est le sens du verre que vous avez peut-être pu prendre avant que nous débutions cette conférence, et du verre que nous pourrons peut-être prendre après, si nous avons le temps de prendre ce verre. Alors, cette conférence va se diviser en deux parties. La première, ça va être l'intervention de Fabien. La seconde, ce sera une séance rapide, en fonction du temps qu'il nous reste, de questions-réponses, pour que vous puissiez débattre avec lui sur le sujet qu'il aura soulevé. Donc je vous demanderai juste, encore une fois, vraiment être attentif aux propos, ne pas parler par-dessus, et puis garder vos interrogations et vos remarques pour la séance de questions-réponses qui suivra. J'ajoute, avant de présenter Fabien, que la prochaine conférence donc, portera sur la question identitaire et sera organisée donc en octobre, fin octobre, à peu près dans les mêmes dates. On fera un événement Facebook comme pour ce soir et sera tenu par Alexandre Landre. Donc, nous recevons ce soir Fabien Nisgoda, qui est professeur d'histoire-géographie, ancien élu à Saint-Dié, dans les Vosges, et puis également engagé dans la mouvance écologiste depuis longtemps. Fabien est l'auteur de nombreux livres, notamment pour les éditions Le Polémarque, et en particulier pour un livre pour lequel il est là ce soir, qui s'appelle Le sens de l'écologie politique, livre qu'il a écrit sous forme de dialogue avec Antoine Wechter. Donc, je vais lui passer la parole d'une seconde à l'autre. J'ajouterai juste, et je terminerai par là, qu'une participation financière de 3 € vous sera demandée juste à la fin, au moment de quitter la salle. Donc, ne soyez pas étonnés si on vient vous demander une petite participation. C'est pour participer, pour le cas, au développement du cercle et puis à la professionnalisation de nos conférences. Vous pouvez le voir ce soir avec le micro et l'enregistrement. Je vous remercie tous d'être présents. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Fabien, à toi. Merci. Oui, merci. Alors donc, prévenez-moi tout de suite déjà si à un moment vous m'entendez pas, si jamais ma voix baisse un petit peu, donc n'hésitez pas à me faire signe. Vous pouvez aussi éventuellement poser des questions pendant, si c'est des questions un peu si vous n'avez pas compris un point précis. Sinon, si c'est pour développer des points, là effectivement ça pourra venir plutôt par la suite, et même si vous n'avez pas de questions, je vous en suggérerai quelques-unes. Je vais faire un peu comme Georges Marchais. Il y a des points que j'aborderai pas, mais qui seraient intéressants d'aborder. Donc, au cas où il n'y ait pas de questions, je me les poserai à moi-même, ou bien je vous les proposerai. Donc, le sujet qui était proposé, donc en gros, c'était le titre du livre écrit avec Antoine Wechter, donc le sens de l'écologie politique. Mais j'ai vu qu'il avait été reformulé, et puis finalement, tant mieux. C'est devenu quel est le sens de l'écologie tout court. Ça tombe bien parce que sinon j'aurais fait une partie un peu d'introduction un peu hors sujet qui désormais n'est plus hors sujet, puisque je comptais d'abord évoquer aussi la différence entre écologie politique et écologie scientifique. Donc comme c'est écologie tout court, ma partie hors sujet devient pleinement justifiée. Donc je parlerai en fait en trois temps principaux. Je vous annonce un petit peu où je vais aller pour voir, pour que vous me contrôliez aussi si jamais je me mets à déborder et si je m'attarde sur la première ou la deuxième partie. Je verrai d'abord donc l'écologie et ses bases scientifiques, parce que l'écologie, avant d'être l'écologie politique, c'est d'abord une branche des sciences naturelles. Je verrai ensuite l'écologie politique, pas tellement sous l'angle de la naissance de l'écologie politique, son développement, etc., même si ça pourra faire l'objet peut-être de développement dans les questions, mais je verrai simplement de quelle manière est-ce que la démarche de l'écologie scientifique a pu se transposer, notamment à partir des années 70, en questions qui sont devenues des questions politiques, des choix de société, et avec, on verra de toute façon, un foisonnement. C'est pas parce qu'on est écologiste qu'on a forcément les réponses toutes faites à telle ou telle question. Je donnerai quelques exemples qui me semblent significatifs de débats qui font le lien entre la démarche écologiste et le terrain politique. Et puis la toute dernière partie sera peut-être une partie un peu de tentative de définition de ce que peut être l'écologie politique à travers quelques discriminants. J'essaie de dire quels sont les critères à partir desquels on peut dire qu'on est bien dans une démarche écologique ou pas. Donc j'en ai retenu 3. Vous verrez, c'est pas forcément est-on pour ou contre la dépénalisation du cannabis, le droit des LGBT, etc. C'est pas vraiment ça en fait les critères qui me semblent vraiment déterminants pour dire si on est dans une démarche d'écologie politique ou pas. Donc voilà un petit peu où on va aller. Donc je vais commencer donc par la partie où je vais essayer de définir en essayant de pas être trop ni
ni détaillée, ni obscure, sur l'écologie scientifique, donc au sens de la science écologique qui apparaît donc au 19e siècle. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve de toute façon assez souvent. L'apparition du mot écologie dans le vocabulaire, c'est en 1866. C'est un biologiste allemand qui s'appelle Ernst Haeckel qui, pour la première fois, introduit ce mot. Alors, il est dans la mouvance du darwinisme, en fait. C'est un des défenseurs de la pensée de Darwin sur l'évolution en Allemagne. Il y a un moment où on a encore beaucoup de controverses autour de ces concepts. Et Ernst Haeckel donc forge ce concept pour définir ce qui lui apparaît comme étant une branche nécessaire à développer des sciences naturelles. Alors écologie, c'est quoi? C'est la science, donc le logos, et puis oikos, l'habitat. Donc on peut traduire littéralement donc la science, l'étude des habitats ou des milieux, puisque Haeckel considère qu'on est un petit peu à côté on passe à côté de beaucoup de choses quand on se contente de décrire les espèces les unes à côté des autres, ce qui est la démarche naturaliste classique, qui est celle par exemple de Buffon, Humboldt, Linné, etc. Donc les grands auteurs naturalistes du XVIIIe siècle. On est vraiment dans l'esprit de l'encyclopédisme. On fait donc une sorte de classification du vivant, espèce par espèce. On décrit le plumage, le cycle de reproduction, etc. de toutes les espèces. Buffon a introduit quand même des éléments extérieurs qu'il appelle donc la physiologie externe, en disant l'espèce ne peut pas être décrite non plus complètement isolément d'un certain milieu de vie, mais on reste quand même sur une approche segmentée. Or, ce que Haeckel cherche à mettre en avant et pour lequel il forge donc le terme d'écologie, c'est qu'il considère qu'on ne doit pas être dans l'étude des espèces prises isolément, mais on doit être davantage dans l'étude des systèmes, de la relation qui existe entre les différentes espèces. Donc on est vraiment là dans une démarche systémique, complexe. On ne va pas chercher... on cherche l'explication dans la mise en relation de différents facteurs. Donc ça va être le rapport par exemple de prédation. Une espèce ne peut être comprise que par les relations qu'elle a avec l'espèce dont elle va se nourrir, les cycles de reproduction qui vont pouvoir s'adapter ou pas. Vous avez donc également les relations de symbiose. Donc les sciences naturelles comme ça se développent avec un esprit systémique, une approche systémique qui permet à Haeckel de beaucoup mieux répondre finalement d'apporter des réponses à tous les problèmes que pose la théorie de l'évolution. Puisque l'évolution, c'est l'adaptation à un milieu, donc il faut bien montrer de quelle manière tout ça évolue, de quelle manière on arrive à des stades de stabilité, à quel moment des fois il y a une crise dans les équilibres, et de quelle manière tout ça agit un peu en boule de neige sur les différentes espèces. Donc au départ, c'est uniquement ça, c'est cette pensée des relations qui existent à l'intérieur des espèces vivantes, l'écologie au sens strict. Donc dans cette démarche, si on reste un peu dans la dimension scientifique, il y a plusieurs éléments à prendre en compte qui ont une relation, qui ont un impact sur toute espèce vivante. En gros, si j'en prends que deux, il y a les questions d'ordre chimique, tous les cycles chimiques qui sont impliqués dans le développement de la vie d'une part, et puis les cycles énergétiques. Alors, au niveau des cycles chimiques, je donne un ou deux exemples, parce qu'on verra après, ça peut avoir un intérêt non négligeable sur les questions politiques, questions humaines, questions de démographie en particulier. Le cycle chimique essentiel, ça va être le cycle qui est lié à la photosynthèse. Donc les végétaux qui, grâce au pigment qu'est la photosynthèse, utilisent l'énergie solaire pour synthétiser des molécules complexes, des sucres. Ces sucres-là vont être ensuite assimilés par d'autres espèces qui vont en tirer leur propre énergie en redécomposant les sucres. C'est nous, par exemple, les animaux en général. Et puis quand tous ces gens-là ou toutes ces plantes-là meurent, on redécompose et vous avez des bactéries ou des champignons qui vont remettre tout ça dans le cycle. Et donc on identifie depuis le 19e siècle assez bien ces cycles chimiques. Donc il y a le cycle du carbone en particulier, donc avec la photosynthèse, donc le carbone atmosphérique est fixé, puis ensuite il circule au sein des espèces avant d'être libéré à un moment ou à un autre par la respiration par exemple. Et puis il y a le cycle de l'azote, qui est un autre grand cycle qui a été identifié. L'azote au départ a été été identifié, d'où son nom, comme étant un élément complètement extérieur à la vie. Azote, c'est non vivant en fait. Mais au 19e siècle, on a commencé à comprendre que l'azote il jouait un rôle très important dans les protéines et lui aussi pose un problème parce que toutes les plantes ne sont pas capables d'absorber l'azote, seulement certaines. Des bactéries les assimilent et ensuite donc on a toujours besoin de voir les relations entre les différentes espèces pour que cet azote il serve d'engrais en quelque sorte aux plantes. Et là aussi on verra que le développement de la technique au début du XXe siècle n'est pas étranger aux questions humaines parce que cette maîtrise ou non du cycle de l'azote fait qu'on est aujourd'hui 1 ou 2 milliards ou qu'on arrive à être 7 milliards et demi. Si on n'a pas cette maîtrise du cycle de l'azote, on n'a pas derrière l'explosion de la démographie humaine. Donc, deuxième exemple, les cycles chimiques. Et puis, troisième exemple de données scientifiques que l'écologie doit prendre en compte, c'est les échanges énergétiques
qui sont d'ailleurs un peu liés au précédent, hein, parce que quand on parle de photosynthèse, c'est aussi une forme d'échange énergétique, puisqu'on récupère l'énergie du soleil et on la stocke sous forme chimique, donc les sucres complexes, qu'ensuite on décompose pour redonner de la chaleur quand on bouge, par exemple, et qu'on brûle nos sucres. Donc là, il y a bien un lien entre ces cycles chimiques et l'énergie. Et en matière énergétique, la grande idée, en gros, qui est incontournable et qui a été identifiée au XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle les principes ou les lois de la thermodynamique. Alors, en gros, vous avez trois principes de la thermodynamique. Ceux qui sont intéressants là dans notre affaire, c'est les deux premiers. Le premier principe, c'est un peu l'équivalent de la fameuse loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, en matière d'énergie, c'est pareil. L'énergie, elle se transforme d'une forme sous une autre. Donc, c'est de l'énergie solaire, par exemple. Donc, l'énergie électromagnétique, en fait, les rayonnements du soleil. La plante, grâce à la chlorophylle, va transformer ça en énergie potentielle chimique, parce qu'elle va créer une complexité moléculaire qui va finalement contenir cette énergie, qui va pouvoir être libérée au moment où le sucre est consommé et détruit, et donc l'énergie là repart dans le système. Donc le premier principe de la thermodynamique, c'est on ne peut pas avoir de création pure d'énergie. L'énergie, elle est toujours présente sous une forme ou sous une autre, potentielle, et elle va être ensuite transformée en une autre forme. Mais a priori, si on n'a que la première forme, c'est très bien, parce que on est sur une possibilité de transformation infinie. Mais ce qui est intéressant ou inquiétant, comme on veut, c'est le deuxième principe, la deuxième loi de la thermodynamique, qu'a élaboré notamment Carnot, il y a Clausius, etc. Enfin, les différents savants qui ont mis au point qui ont identifié ce principe au XIXe siècle, qui est donc la deuxième loi de la thermodynamique dit qu'il y a toujours une forme de désorganisation. On ne peut pas faire des allers-retours de façon complètement innocente entre une forme et une autre. On a toujours une partie de l'énergie qui va être dissipée sous forme de chaleur. Donc ça reste de l'énergie. La chaleur, c'est le mouvement des molécules. Donc finalement, on reste sur de l'énergie, c'est de l'énergie cinétique, de la vitesse, mais on ne peut pas la récupérer. On ne peut pas la reconcentrer sous une forme plus intéressante, une forme, par exemple, potentielle, chimique, etc. Il y a toujours donc une partie de cette chaleur qui se dissipe dès lors qu'on est dans un système fermé. Évidemment, si on est dans un système avec un apport d'énergie extérieure, la Terre, elle reçoit l'énergie du Soleil, donc elle peut, tant que le Soleil brille, reconstituer cette complexité. Mais quand on est sur un système fermé, là, il n'y a pas d'issue possible. Petit à petit, on va vers une désorganisation, ce qu'on appelle l'entropie, E-N-T-R-O-P-I-E. Donc la deuxième loi, on l'appelle aussi le principe d'entropie. Tout se désorganise d'une certaine manière, et un jour ou l'autre, on se retrouve avec une température uniforme. On ne peut pas garder éternellement une organisation avec des hiérarchies, des lieux froids, des lieux chauds, etc. Tout ça, au bout d'un moment, arrive forcément à une température moyenne et uniforme. Donc parfois on appelle aussi ce principe le principe de mort, ou le décret de mort de Carnot, parce qu'il est un peu inquiétant à terme. Mais bon, on est sur un système avec les apports du Soleil, donc on peut aussi considérer que la vie, grâce au Soleil, est au contraire un principe anti-anthropique, c'est-à-dire qu'il va créer de la complexité, de la diversité, et on verra que ça c'est intéressant aussi en termes de philosophie politique, de se dire que la vie, la vie et l'entropie, c'est l'inverse, d'une certaine manière. D'un côté, il y a l'entropie qui nivelle tout et qui rend uniforme et mort, d'une certaine manière. Et de l'autre, il y a le principe de vie qui, lui, organise, hiérarchise, complexifie les choses. Et voilà, il ne s'agit pas de choisir entre l'un et l'autre, parce que de toute manière, donc il y a ces lois physiques au-dessus. Mais je trouve que c'est intéressant d'opposer comme ça la vie et l'entropie, puis d'en tirer peut-être un certain nombre de conclusions philosophiques ou même politiques, du coup. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon. J'espère avoir pas été trop dans les détails. Bon, en plus, je suis pas évidemment ni physicien ni biologiste, donc je suis dans la pure vulgarisation. Donc je suis prof d'histoire géo, mais ma vocation est étudiant, donc j'essaye quand même des fois de me renseigner, mais j'ai pas vocation à être spécialiste. Mais je pense que c'est voilà un peu des connaissances de base que n'importe quel honnête homme devrait à peu près maîtriser pour ne pas dire n'importe quoi sur les grands sujets qui ont du coup des fondements scientifiques. Donc à partir de ce développement des différentes branches de l'écologie, parce que finalement on voit que c'est tellement foisonnant que peuvent se réclamer de l'écologie des tas de démarches scientifiques dès lors qu'elles sont d'une part en lien avec les questions de la vie, puis d'autre part dans une approche systémique. Donc l'écologie, elle s'est largement développée depuis le mot d'Ernst Haeckel en 1866, et on a commencé au cours du XXe siècle à avoir à partir de cette approche-là, un certain nombre de signaux d'alarme. Et donc, on a commencé à voir déborder
la question purement scientifique sur le terrain des grandes questions qui intéressent l'humanité, des choix de société, etc. Donc l'écologie politique, elle apparaît en réalité après la Seconde Guerre mondiale, surtout à partir des années 60. On commence à avoir quelques signaux d'alarme. Alors il y a quelques grands noms un petit peu des lanceurs d'alerte de l'époque. Rachel Carson qui écrit un livre, par exemple Le Printemps silencieux au début des années 60, une biologiste américaine sur l'impact des pesticides sur l'effondrement des populations d'oiseaux. Donc dans les années 60, on a ce genre d'alertes scientifiques qui ne sont pas forcément bien prises en compte d'ailleurs par les dirigeants politiques. On a plutôt les milieux scientifiques ou les milieux naturalistes, associatifs qui commencent à prendre en compte tout ça, mais qui ne savent pas très bien comment le traduire sur le plan politique. On a quelques signaux d'alarme qui essayent un peu d'aller à un niveau supérieur, en particulier au début des années 70, le fameux rapport au Club de Rome, rapport Meadows, donc fait par différentes personnalités scientifiques du MIT à Boston, qui essayent de faire une synthèse des différentes données disponibles en termes d'énergie disponible, les énergies fossiles, les différents potentiels encore inexploités, disponibilité alimentaire sur Terre, potentiel agricole, potentiel de la pêche, etc., qui font en fait une mise en équation de tout ça avec la population humaine et qui, au début des années 70, disent attention, si on continue la croissance telle qu'on l'a connue dans les 30 Glorieuses, on va dans le mur parce que les courbes elles ne collent pas. Je redévelopperai un petit peu plus tard la question des limites et du malthusianisme comme étant une des questions vraiment clés de la démarche écologique. Donc au début des années 70, commence à se structurer justement une pensée politique en disant il faut transposer dans le domaine de nos choix de société les données que nous apporte l'écologie scientifique. Enfin, transposer pas exactement, parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est la science qui nous apporte les réponses. C'est plutôt que la science nous montre des problèmes, nous donne un certain nombre de paramètres, et qu'en fonction de ça, les collectivités politiques doivent faire des choix éclairés. Parce qu'on reste quand même dans le principe, si on est sur la politique, du choix souverain. Il ne s'agit pas d'être dans une sorte de bureaucratie éclairée dont les choix découleraient automatiquement d'un certain nombre de données incontestables. On a ces données, les scientifiques les apportent, et puis le décideur politique, que ce soit la masse éclairée ou le despote éclairé, à la limite, peu importe, écoute ce que disent les scientifiques et fait des choix qui lui semblent pertinents en fonction de ça. Mais gardons à l'esprit quand même qu'on a cette dimension politique qui est le choix libre et souverain, et qu'il y a aussi une diversité de choix possibles qu'il faut avoir en tête, et pas une réponse forcément unique, même si on peut avoir aussi la tentation d'une écologie technocratique, dirigiste, et qui finalement ne rend qu'un seul choix possible. Ce qui peut à terme arriver, si on est sur un système d'une fourmilière et qui a effectivement plus de marge de manœuvre. Là, on peut être effectivement coincé sur une sorte de ce qu'on appelle parfois l'écofascisme, c'est-à-dire une société totalitaire où les conditions de survie sont tellement fragiles qu'on ne peut plus garder cette marge de manœuvre qui est normalement l'essence de la politique, le fait de faire un choix, de décider. Donc au début des années 70, l'écologie déborde sur le terrain politique. Donc là, je vais pas faire une parenthèse, mais faire une note de bas de page qu'on ne lira peut-être pas. C'est tout ce qui est en fait l'émergence de l'écologie, la structuration de l'écologie politique en France, les mouvements biodégradables des années 70, la structuration des Verts dans les années 80, la récupération des Verts par la gauche dans les années 90. Donc tout ça, éventuellement, si ça intéresse, on pourra revenir dessus, mais je ne vais pas tellement m'attarder sur l'histoire de l'écologie politique. Le rôle d'Antoine Wechter, par exemple, avec qui j'ai écrit le livre, dans ces moments-là, le tout début, la structuration de cette écologie politique, fin des années 60, début des années 70. Je vais juste montrer un petit peu cet exemple de choix pour qu'on ait bien à l'esprit que l'écologie politique reste elle-même plurielle et que les choses ne sont pas tranchées. Donc trois, peut-être quatre exemples de choix possibles. La question par exemple du développement durable. Vous connaissez l'idée, le développement durable, donc un développement qui concilie trois pôles, l'économie, la société et l'écologie, en disant on produit des richesses, c'est le volet économique, on essaye de les répartir, de satisfaire les besoins de la population, donc c'est le volet social, et pour que ça soit durable, parce que sinon c'est un développement éventuellement équitable, etc., mais pour qu'il soit durable, il faut que ça repose sur une bonne gestion des ressources, une préservation des ressources, on les laisse se renouveler, etc. Donc ça, c'est le fameux schéma, le développement durable, les trois cercles qui se superposent plus ou moins, qu'on enseigne notamment en géographie en 5e, en seconde, on revient dessus. C'est un peu la tarte à la crème par laquelle du coup, la question écologique est abordée. C'est toujours ce développement durable qui pose un certain nombre de problèmes. Et ça, je verrai tout à la fin pourquoi est-ce qu'on ne peut absolument pas rester dans le développement durable sous peine en fait
de se perdre complètement en fait. Mais à partir du moment où on est sur le développement durable, il y a déjà deux types de choix qui sont possibles, que généralement on appelle la durabilité faible et la durabilité forte. Donc on est dans cette idée, il faut produire des richesses pour satisfaire les besoins en veillant à préserver la ressource. Premier exemple, la consommation de carburant par les voitures. On dit, bon, on a une activité économique qui est nécessaire, on répond à un besoin de mobilité et on faire poser la satisfaction de ce besoin sur une ressource qui, pour l'essentiel, est une ressource fossile épuisable, donc c'est l'essence tirée du pétrole. Et là, on a un problème. Si on veut que ça soit durable, on ne peut pas faire ça. Deux démarches possibles à partir du moment où on est conscient de ce problème. Durabilité faible, en gros, c'est une démarche de substitution. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser à la place du pétrole? Et là, on va se dire, on va utiliser par exemple des agrocarburants. On va tirer du maïs, de l'éthanol qu'on va mettre dans le moteur à la place de l'essence. On va tirer de l'huile, du colza, du tournesol qu'on va mettre à la place du gazole dans notre moteur diesel. Tout ça va bien fonctionner. On est sur une ressource renouvelable puisque le maïs et le tournesol, eux, ils vont pousser chaque année en fonction du soleil. C'est pas comme le pétrole qui s'est accumulé à des époques géologiques très anciennes. Donc c'est bon, a priori, on a remplacé quelque chose de non durable par quelque chose de durable. Et là, on voyait tout de suite le problème, parce que quand on a commencé, vers 2008-2009, à beaucoup miser sur la question des agrocarburants, qu'est-ce qui est arrivé tout de suite? Crise alimentaire, parce qu'évidemment, cette production agricole-là, elle fait concurrence avec l'alimentation. Donc, par exemple, le prix du maïs au Mexique avait augmenté, le prix de la tortilla avait créé vraiment un problème social. Et donc, la démarche de la durabilité faible, elle est intéressante en principe, parce qu'au moins, elle repose sur la prise en compte d'un problème, mais elle fait que le déplacer la plupart du temps. Parce qu'ensuite, comment on va nourrir les gens à partir du moment où on a déplacé une partie des ressources pour la mobilité. Et donc, à partir du moment où on a pris conscience que quand on résout de cette manière-là les problèmes, on ne fait que les déplacer, il y a l'autre démarche qui est la durabilité forte. Et là, la réponse, elle est simple et un peu radicale. C'est pour que ça soit vraiment durable, il faut se déplacer moins vite, moins loin et moins souvent. Donc là, on est dans une démarche de décroissance. On n'essaye pas d'avoir le même usage à la fin par des moyens différents. On se dit, si on veut vraiment la durabilité, il faut être capable d'assumer la décroissance de certains usages. Mais les solutions qui sont présentées comme écologiques et qui en un sens le sont un peu, parfois relèvent de la durabilité faible. Le ministère de l'écologie, les grands organismes au niveau de l'ONU, etc., qui prônent l'écologie, prônent le développement durable dans un sens non décroissant. Mais il y a d'autres écologistes qui, eux, sont plus radicaux parce qu'ils sont dans la démarche de durabilité forte. Donc déjà, deux exemples d'approches différentes, mais qui toutes les deux ont leur légitimité, même si l'une me semble quand même plus cohérente que l'autre, mais en même temps, elle est plus difficile à assumer politiquement, à vendre auprès de la population. Mais bon, à un moment ou à un autre, de toute façon, on peut se dire que quand on ne fait pas les choix à un moment, c'est les principes de réalité qui va nous les imposer un petit peu plus tard. Donc la marge de manœuvre, elle est toujours quand même relative dans ces questions-là. Autre exemple de débat intéressant qui a eu lieu dès les années 70, c'est un débat qui a opposé deux écologistes, deux penseurs de l'écologie assez différents, mais qui s'entendaient bien quand même, qui étaient Robert Hénard d'un côté et Bernard Charbonneau. Robert Hénard est un naturaliste suisse, il passait des jours entiers dans la nature pour faire des dessins d'animaux, observer le comportement des animaux sauvages. C'était vraiment sa passion, c'était vraiment les animaux sauvages, dans les Alpes, etc. C'est le maître à penser d'Antoine Wechter, de tout un courant qu'on appelle un peu courant naturaliste conservateur que j'aborderai dans le point suivant. Et Robert Hénard, c'était un amoureux de la vie sauvage. Il allait comme observateur dans la vie sauvage, mais avec l'idée de la perturber le moins possible et d'en profiter. Il se sentait un peu privilégié. Tout le monde ne pouvait pas le faire, mais les quelques personnes comme lui qui pouvaient aller voir les loups, voir les ours, etc., les observer, les dessiner, étaient des privilégiés. Et cette pureté de la nature sauvage devait être, d'après lui, préservée. L'autre démarche qui était aussi écologiste, c'était celle de Bernard Charbonneau. Bernard Charbonneau, lui, considérait que le modèle idéal était le modèle du paysan avec un faible impact sur l'environnement. Pour lui, il y avait une sorte de symbiose nécessaire entre la nature et l'activité humaine. Et son idéal, c'était en fait l'éleveur qui était donc présent dans une nature relativement préservée. Mais pour Hénard, c'était déjà un problème parce que l'éleveur, il transforme son milieu en réalité. Il va mettre un troupeau il va créer finalement aussi des prairies. L'agriculteur, même s'il n'utilise pas de technique intensive, il va complètement façonner le paysage. Il va défricher un moment. Ensuite, il va entretenir un paysage qui peut être d'ailleurs très beau et on peut apprécier évidemment un paysage qui est complètement anthropisé, cette fois-ci ANTH, qui est complètement humanisé.
mais c'est forcément moins naturel. Et ces deux démarches-là, elles se sont assez nettement opposées. On voit qu'on est quand même sur des logiques philosophiques différentes. Et l'approche de l'agriculture, par exemple, est complètement différente. Charbonneau, il est pour une agriculture paysanne. Qu'on ait vraiment des petites communautés qui soient autonomes, qui utilisent des techniques les plus légères possibles, et qu'on ait comme ça une société qui soit au maximum en lien avec un espace rural, campagnard, une faible emprise humaine, mais une emprise humaine de toute manière, et finalement pas vraiment de vie sauvage qui puisse être préservée. Ou enfin, en tout cas, l'homme a tendance quand même si c'est de façon délicate et progressive, à marquer son emprise sur son environnement. Hénard, lui, il est beaucoup plus radical. C'est plutôt d'ailleurs Charbonneau qui inspire les écologistes généralement que Hénard. Hénard considère qu'il faut vraiment préserver à 100% des espaces sauvages, qui soient le plus vaste possible pour que la vie sauvage puisse s'épanouir, qu'on puisse y aller, mais uniquement comme observateur pour la connaissance scientifique d'une part, et puis pour les privilégiés, pour pouvoir en apprécier la beauté, la solitude, le silence, etc. Mais pour avoir cette préservation des espaces sauvages, la contrepartie, c'est une intensification des activités humaines. Il faut que les humains ils se regroupent dans les métropoles, denses, si possible des étages, comme ça prend moins de place. L'agriculture, pour que ça prenne le moins de place possible, il faut l'intensifier, des machines, des produits chimiques si nécessaire, pour vraiment qu'on puisse utiliser le moins d'espace possible pour la présence humaine et la satisfaction des besoins humains, pour pouvoir laisser tout l'espace possible aux sauvages. Donc la démarche, elle est vraiment de ce retrait par rapport aux sauvages, mais en même temps, la contrepartie, c'est une intensification. Les deux sont une démarche qui prennent en compte la relation entre l'homme et la nature, et donc on est bien sur une démarche écologiste, mais les choix derrière sont complètement différents. Il y a quelques îlots humains hyper technologiques dans l'idéal d'Hénard, et puis autour un océan de vie sauvage. Et pour Charbonneau, une présence humaine qui est disséminée un peu partout, mais l'espace sauvage vierge de présence humaine, lui, du coup, il finit par disparaître dans ce schéma-là. Et puis le troisième des derniers point qu'on peut aussi noter, qui a beaucoup structuré lui pour le coup l'écologie politique en France, sachant que celle que je viens d'aborder a peu structuré. Il y a peu de disciples, même d'Hénard, qui sont allés jusqu'à dire il faut des villes super intensives, etc. Et puis laisser tout le reste. Même Antoine Wechter, on ne va pas jusqu'à prôner ça. Il est plutôt quand même proche de Charbonneau sur ce plan-là. Et le dernier point qui oppose toujours Hénard d'une part, et puis cette fois-ci Serge Moscovici, qui était un philosophe donc, des années 70, qui est le père de Pierre Moscovici, bien connu, le ministre, etc. Donc les deux étaient de la mouvance écologiste. Donc Hénard, bien sûr, j'en ai parlé. Moscovici aussi, il a beaucoup influencé Brice Lalonde, par exemple, dans les années 70. Le mouvement des Amis de la Terre, qui s'est structuré dans les années 70, même chose. Serge Moscovici en était un des aspirateurs. L'opposition entre les deux, cette fois-ci, elle est un peu sur le rapport qu'on doit faire entre la société et la nature, mais pas sous le même angle que Hénard-Charbonneau. Pour Hénard, il y a une sorte de fascination pour les lois de la nature, pour la compétition, où la vie sauvage elle est compétitive, chaque espèce a sa place, et donc finalement Hénard il est sur une vision de la société très conservatrice. Il considère il y a des hiérarchies dans la nature, donc il va y avoir aussi des hiérarchies dans les sociétés humaines. Le mode de vie il est très genré, par exemple dans le monde animal. La société humaine, elle doit évidemment aussi se structurer par des rapports hommes-femmes bien précis. Donc il est extrêmement conservateur sur toutes les questions de société. Et puis dans des écrits qui ne sont pas forcément écologistes, mais qui montrent un petit peu sa sensibilité par ailleurs. Hénard est très critique du cosmopolitisme, très conservateur sur les questions de mœurs, etc. Mais il y a un lien avec sa vision de la nature, parce qu'il est sur cette idée qu'il y a des lois naturelles et que c'est comme ça et on ne va pas le changer. Donc le conservatisme, là, découle chez lui de l'écologie. Chez Moscovici, c'est tout à fait différent. Il considère que, oui, il y a des lois de la nature d'une certaine manière, mais précisément ce qu'on observe dans la nature, c'est l'évolution. C'est une adaptation constante à des nouveaux contextes. Donc Moscovici, lui, il va beaucoup plus rejoindre la mouvance post-68 art d'adaptation aux nouveautés de la société. Et on va avoir du coup toute une partie de l'écologie qui, elle, va être ouverte. Alors c'est celle, bien sûr, qui a donné Europe Écologie Les Verts, etc., toutes les positions sociétales sur le droit des migrants, l'ouverture des droits des homosexuels, etc. Enfin, tout ce progressisme que défendent une bonne partie des écologistes, c'est en fait la démarche de Serge Moscovici, en disant en gros, il n'y a pas de loi naturelle qui nous dirait que c'est comme ça et puis c'est tout. La nature, c'est l'évolution, c'est l'adaptation, et il est normal que la société humaine elle-même, elle connaisse des évolutions et qu'elle s'adapte au nouveau contexte. Il n'y a pas de loi de la nature inscrite dans le marbre. Donc, on peut avoir aussi bien ce naturalisme conservateur
d'Hénard comme fondement d'une vision de la société donc, extrêmement conservatrice, ou ce qu'on appelle le naturalisme subversif de Moscovici, qui au contraire est plutôt sur le laisser-faire, mais là à nouveau en se basant sur une observation naturelle de la nature, et donc il y a une forme de légitimité écologiste aussi dans cette démarche-là. Dernier exemple, non, c'était le cas du diesel aussi, par exemple, pour dire qu'il n'y a pas de solution toute faite sur les questions d'écologie. Prenez la question du diesel. Soit on veut interdire le diesel parce qu'on est préoccupé par les particules, la pollution, la qualité de l'air dans les villes. Donc dans ce cas-là, on va restreindre le diesel. Soit on est sur une autre question qui est elle aussi écologique, qui est la question des cycles atmosphériques du carbone, le réchauffement climatique. Et dans ce cas-là, le diesel, il est préférable à l'essence parce qu'il émet moins de CO2. Donc les deux démarches, elles sont bien sûr prise en compte des cycles atmosphériques, la qualité de l'air ou l'équilibre du climat, mais le choix de taxer le diesel ou au contraire le favoriser, il peut être différent. Et d'ailleurs, si vous avez un peu regardé, il y a un peu un yo-yo depuis les années 80. On favorise le diesel après les chocs pétroliers. Ensuite, on les restreint dans les années 90 parce qu'il y a la pollution atmosphérique dans les villes. Quand Sarkozy fait le Grenelle de l'environnement, là c'est plutôt la question du CO2 qui domine, donc on favorise à nouveau le diesel, et puis on est reparti en arrière à nouveau avec la question de la qualité de l'air dans les villes. Et puis à chaque fois, il y a bien des justifications écologiques. Le fait de trancher, c'est pas finalement les scientifiques qui vont nous permettre de le faire, c'est vraiment les citoyens, les décideurs qui vont dire quelle est la priorité entre le changement climatique et la qualité de l'air. Quoique les scientifiques vont quand même hiérarchiser les deux problèmes en étant quand même plus préoccupés par la question du réchauffement climatique. Mais en soi, on peut aussi critiquer la qualité de l'air, et ça reste légitime. Donc on voit, il y a des tas de débats sur lesquels on peut avoir des écologistes sur des positions très différentes. Et donc un peu n'importe qui pourrait se réclamer de l'écologie d'une certaine manière, et puis c'est un peu le cas d'ailleurs. On verdit à tort à travers, tous les partis politiques essayent d'avoir un volet écologiste, parfois légitime, parfois c'est vraiment du maquillage, mais effectivement ça peut être quelque chose d'assez transversal. Alors quels sont du coup les points qui permettent quand même de faire la différence entre une démarche qui paraît authentiquement écologiste ou pas, même si c'est assez arbitraire. Enfin, Antoine Becher est à peu près d'accord avec les mêmes critères que moi, mais bon, on pourrait avoir quelqu'un qui aurait une toute autre définition de l'écologie. Et donc, moi j'identifierais donc trois discriminants principaux. Le discriminant étant pas forcément un gros mot, hein, normalement c'est une fonction de l'intelligence que de discriminer. Le pouvoir discriminateur de l'œil, on fait la différence entre deux points, c'est pas immoral de discriminer, donc je vais me permettre de dire que des fois on est écologiste, des fois on ne l'est pas, suivant la position qu'on a sur 3 points. La question du progrès, la question des limites et la question de la beauté qui nous amène sur la question de la place de l'homme, et puis je m'arrêterai là parce que finalement là on dérive sur des questions philosophiques, spirituelles ou religieuses, donc j'arrêterai mon domaine de compétence quand on commencera à frôler ce domaine-là. Donc la critique du progrès, pourquoi elle nous semble plutôt incontournable dans la démarche écologique, parce que le progrès est l'idéologie dominante, on peut la définir assez simplement par quelques idées forces. Qu'est-ce que c'est que le progrès? C'est l'idée qu'il y a un sens de l'histoire, d'une part, qui va d'étape en étape, que ce sens, il est connoté positivement, on va du moins bien vers le mieux, il y a une amélioration qui est donc finalement inéluctable, donc on peut prendre les choses de différentes manières. On peut dire qu'on essaye d'améliorer et puis de toute façon ça va s'améliorer, ou alors on regarde la fatalité et puis on est content de ce qui se passe parce que ça devait se passer, donc ça rejoint d'ailleurs l'écologisme le naturalisme subversif, ça doit évoluer, donc toute évolution est bonne à prendre. Donc c'est 2 points qui constituent l'écologie du progrès, sachant qu'il y en a un troisième, c'est qu'évidemment s'il y a un sens de l'histoire et qu'il y a une amélioration qui est inéluctable et qui est incontestable, forcément elle est universelle aussi. C'est-à-dire que toutes les sociétés humaines connaissent cette même évolution, à des stades éventuellement différents, mais tout le monde a vocation à être sur le même schéma. Alors pourquoi cette idéologie du progrès, elle doit être forcément mise en question si on se réclame de l'écologie, d'après nous, alors même que il y a des écologistes qui, par exemple au 2e tour d'une élection, vont voter pour la gauche, et alors, comme des fois le mot gauche leur pose problème, ils essaient de trouver une paraphrase, mais qui est à mes yeux encore pire, quand ils disent on va voter pour le camp du progrès. Parce que c'est une autre façon de dire la gauche, et donc quand les écologistes veulent voter pour le PS au 2e tour, et qui veulent pas trop dire qu'ils sont de gauche, parce qu'ils tiennent quand même à ce que l'écologie, ça soit quelque chose de différent de la gauche et de la droite, ils sentent qu'il y a quand même une plus-value politique à faire valoir. S'ils ont un peu de pudeur sur le mot gauche, ils remplacent ça par le mot camp du progrès, mais c'est encore pire en fait, parce que l'écologie, elle doit forcément interroger le progrès et même le contester radicalement. D'une part sur la question de la technique,
parce que la technique, elle nous pose en fait des choix politiques et on accepte ou pas la technique. On va peser le pour et le contre et puis on va voir si cette technique elle nous apporte plus d'avantages que d'inconvénients. Alors que l'idéologie du progrès fait que la technique elle est inéluctable. Elle l'est peut-être d'ailleurs. Hein. Même chez Heidegger, il y a l'idée de ce progrès qu'on n'arrive pas à arrêter, dont on voit bien les malheurs qu'il nous apporte, mais qui viennent quand même. Mais on peut au moins avoir un jugement sur ce progrès, même si on n'a pas les bras assez musclés pour l'arrêter. Au moins on le remet en cause, on le critique et on essaye d'introduire dans le débat politique, pour le coup, la possibilité de choisir, d'accepter ou de refuser un progrès que la technologie nous apporte. Sachant que la critique du progrès, elle n'est pas uniquement liée à l'écologie. Hein. Au XIXe siècle, il y a toute la critique romantique du progrès, de la modernité qui arrive déjà. Et l'écologie, elle commence à s'en emparer aussi ou à apporter des arguments supplémentaires, surtout au XXe siècle, hein, quand on commence à avoir aussi quelques éléments qui nous montrent que le progrès, il n'est pas forcément qu'un bienfait pour l'humanité. La Première Guerre mondiale, hein, classiquement, est vue comme étant un des éléments où justement la modernité est ébranlée par un progrès qui est le progrès de la mort, l'industrie meurtrière, etc. Et le XXe siècle a du coup accumulé comme ça les arguments qui montrent que le progrès peut être source de malheur. Et donc l'écologie, normalement, elle est dans ce tri. Pas forcément le refus de la technique, même s'il y a des écologistes qui sont extrêmement critiques sur la technique en elle-même, hein, Ivan Illich, Jacques Ellul, etc. Mais un écologiste qui refuse tout choix sur la technique donc est un petit peu hors sujet. Et le deuxième point sur lequel l'écologie doit aussi interroger le progrès, en dehors de cette question de la technique, c'est la question de l'uniformité. Puisque je disais que le progrès ne peut pas se concevoir sans un destin universel de l'humanité. Or, une des leçons de l'écologie, mais vraiment dans le sens premier, hein, si on revient sur Haeckel, Darwin, l'évolution, c'est que l'évolution et la vie en général, c'est un foisonnement, c'est une diversification. Darwin montre bien, il y a deux types d'évolution. Il y a l'évolution les organes qui vont s'adapter pour être plus efficaces dans une fonction, ce qu'il appelle l'évolution ontogénétique, mais il y a l'évolution phylogénétique qui, elle, fait que les espèces, elles se diversifient. Pas forcément d'ailleurs parce qu'elles s'adaptent, mais vraiment parce que l'écologie, l'évolution, elle est buissonnante. Et donc ça rejoint cette idée que j'évoquais tout à l'heure de la vie comme anti-entropie. La vie, elle crée de la complexité, elle crée de la diversité, et l'inverse, c'est l'entropie, c'est le nivellement, c'est finalement la mort. Et le fait que l'idéologie du progrès soit porteuse finalement d'un destin universel et uniforme pour l'ensemble de l'humanité, c'est un problème par rapport à cette vision-là. Ça nous oblige du coup à niveler, à uniformiser cet aspect du vivant qu'est l'organisation sociale de l'humanité. Et en soi, ça pose problème. On verra que d'ailleurs sur la question des flux migratoires, ça peut avoir ça peut apporter des éléments intéressants en lien avec la question des limites que je vais aborder maintenant. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué les cycles chimiques, etc. Et puis j'ai un peu abordé les points qui lient ça à la démographie humaine. Et donc là, il y a, à mon avis, un grand nom qui n'est pas lui-même un écologiste, parce qu'il arrive de toute façon avant le développement de la société, de la science écologiste, mais qui est quand même une référence pour l'écologie, qui l'était en tout cas de façon très claire jusqu'aux années 70, puis qui petit à petit a été mis de côté, c'est Malthus. Alors Malthus, c'est un nom relativement connu, hein, donc c'est un pasteur anglais de la fin du XVIIIe qui est pris dans les débats en Grande-Bretagne sur ce qu'on doit penser de la Révolution française qui se déroule en ce moment, au même moment, pas très loin, donc, le droit de l'homme, etc. Il est un petit peu dans cette logique-là, et il y a une question qui le préoccupe, c'est la question de la misère. Il essaye de trouver comment expliquer la misère. On est un peu dans la lignée des encyclopédistes, donc on cherche des réponses rationnelles aux différents problèmes, et Malthus met le doigt avant l'heure, on va dire, sur un problème écologique, même s'il n'y a pas encore donc, cette démarche systémique d'interrelation entre les espèces. Malthus fait quelques calculs assez simples. Il montre que si la société se développe de façon naturelle, enfin si la population plus exactement se développe de façon naturelle, si on laisse faire la natalité normale, on a une courbe exponentielle, puisqu'on a à chaque fois une multiplication comme un capital à intérêt composé. On ajoute à chaque fois par rapport au stock initial, enfin par rapport donc à la population initiale, un pourcentage de cette population. Et donc forcément le stock il grossit et le pourcentage qui reste le même, enfin la valeur si c'est 2% par exemple, ça reste 2%, mais c'est 2% d'un stock plus gros. Donc la somme,
pas la somme, mais le nombre d'humains supplémentaires qu'on ajoute, il est supérieur. Et donc on a ces fameuses courbes exponentielles qui au départ semblent à peu près sur un rythme qui semble normal et qui tout à coup s'accélèrent et forment une sorte de crosse de hockey. Et effectivement, quand on regarde la courbe de la population humaine, Malthus, à son époque, c'était pas encore vraiment visible, mais c'est toujours intéressant d'avoir les ordres de grandeur de la population humaine en tête. À l'époque de Malthus, donc vers 1800, c'est 1 milliard d'habitants. Les 2 milliards, ils sont atteints en 1930. Donc il faut 130 ans pour passer de 1 à 2 milliards, sachant qu'il avait fallu toute l'histoire de l'humanité pour atteindre le premier. Donc 1930, 2 milliards, le troisième milliard, il est atteint en 1960. Donc là, il faut plus que 30 ans pour atteindre le troisième milliard. Le quatrième milliard, c'est 75. Donc cette fois-ci, il ne faut plus que 15 ans. Le cinquième milliard, c'est 87, il faut 12 ans. 6 milliards 2000, 7 milliards 2011, et là, on est déjà à 7 milliards et demi. On a déjà pris un demi-milliard depuis 6 ans, sachant qu'il avait fallu, pour passer d'un demi-milliard à 1 milliard, il avait fallu 300 ans entre 1500 et 1800. Donc, bon, là, je vous ai donné juste les chiffres, hein, mais si vous visualisez la courbe, normalement, vous l'avez vu à un moment ou à un autre déjà, vous avez donc cette courbe exponentielle. Ce qu'à l'époque de Malthus, on appelle une progression géométrique plutôt, mais c'est la même chose. Donc, on multiplie à chaque fois par un facteur. Malthus dit, ça c'est la courbe naturelle. Le problème, c'est qu'évidemment, cette population, elle repose sur des ressources, et notamment la nourriture. Les ressources en nourriture, elles peuvent progresser. Il n'est pas hostile à l'idée qu'il y a un progrès. On va améliorer les techniques agronomiques, on va défricher de nouvelles terres dans une certaine mesure, mais cette progression, elle ne sera jamais géométrique. On ne va jamais multiplier, parce que les progrès qu'on va faire ne dépendent pas vraiment de ce qu'on a déjà cultivé. On va simplement ajouter à chaque fois de nouvelles terres. On va éventuellement améliorer des rendements, mais on n'aura jamais la même possibilité d'exponentielle. On va être sur une progression dite arithmétique, autrement dit linéaire. Et évidemment, si vous avez une progression exponentielle d'un côté et une linéaire de l'autre, il y a un moment où elles vont se croiser. Et vu que notre population, elle ne peut pas ne pas se nourrir, forcément, elle va être plafonnée par rapport à la courbe arithmétique. Et donc, vu que la natalité, naturellement, elle a tendance à nous emmener dans cette espèce de mur, Malthus dit qu'est-ce qui se passe dans les sociétés humaines qui fait que cette équation est un peu résolue. C'est qu'il y a de la surmortalité qui vient nous empêcher d'être aussi nombreux qu'on devrait l'être si on se reproduisait sans autre forme de limite. Et c'est quoi cette surmortalité? C'est d'une part la famine, évidemment. Si on n'a pas assez à manger, on va mourir de faim. Première réponse. Deuxième réponse, on va se faire la guerre parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, donc on va développer la violence à un niveau social ou alors à un niveau plus important, les guerres. Donc surmortalité par le crime et par la guerre, et puis les épidémies aussi, parce que plus on est nombreux, plus on est concentré, et plus on a de risques à un moment ou à un autre d'avoir du coup ces épidémies. De la même façon que les épidémies sont apparues au moment où on a eu des concentrations humaines dans les villes, à l'époque du Paléolithique, quand on avait des chasseurs-cueilleurs. Là, on n'a pas de traces du tout d'épidémie, les gens étaient trop dispersés. Donc pour Malthus, il y a les trois cavaliers de l'Apocalypse, si on veut, la guerre, la famine et la peste, qui viennent réguler la natalité, enfin pas la natalité, qui viennent apporter une réponse à la surnatalité humaine. Malthus prônant, lui, pour éviter ces catastrophes, une régulation préventive, en disant il faut qu'on adapte notre natalité. Alors bon, Malthus est pasteur, conservateur, etc. Donc c'est pas les moyens de contraception, c'est le retard de l'âge au mariage, l'abstinence, mais il y a eu ensuite le néo-malthusianisme et d'autres variantes qui sont parties du même principe, mais en proposant autre chose que les quelques éléments auxquels Malthus se limitait. Mais il est vraiment sur un raisonnement écologique, finalement, parce qu'il est bien sur les relations entre l'espèce humaine et ses milieux. Et il en tire une conclusion, c'est qu'il y a une limite. Et il a du mal, d'ailleurs, à faire admettre ça aux autres. Condorcet et d'autres, à l'époque, ne veulent pas admettre ça. Pour eux, on est vraiment sur un progrès inéluctable. Et puis au XIXe siècle, Malthus, il va être aussi bien décrié par les libéraux, qui eux tiennent à la croissance économique, et Malthus il nous montre qu'il y a quand même un problème de ce côté-là, et puis les marxistes, les socialistes en général, mais les marxistes en particulier, qui vont aussi refuser ça, parce que Malthus il dit que le partage en gros ne résout pas vraiment les choses. Il conteste la charité en disant non, mais la misère, c'est pas forcément le manque de générosité des plus riches, ça peut être bien que les riches donnent, mais si on n'a pas vraiment été à la racine du problème qui est la surnatalité et la surpopulation, on est à côté de la plaque. Et donc, aussi bien les libéraux que les socialistes au XIXe siècle tombent sur Malthus. Et il faut donc seulement que les paramètres écologiques se précisent un petit peu dans les années 60-70 pour qu'ils soient réhabilités par des écologistes, même si ça finit aussi par être un petit peu gênant, parce que Malthus a ce côté, à cette image en tout cas, anti-humaniste, qui est largement fausse, mais accuser quelqu'un d'être malthusien, généralement, c'est plutôt une attaque. Et donc, les écologistes, dans les années 80 et surtout 90, commençaient
ne plus parler de surpopulation et à mettre davantage des solutions sur l'écosocialisme, le partage, la sobriété, etc. en disant mais non, la surpopulation c'est un problème un peu gênant, et on verra qu'effectivement ça peut être gênant, ou ça peut être au contraire une clé d'entrée intéressante pour la question des migrations. Parce que en fonction de la prise en compte ou pas des données malthusiennes, enfin, et des données démographiques, on peut avoir des approches et des réponses tout à fait différentes à la question de la libre circulation des hommes. Et il y a un tout dernier point, donc dernier discriminant, et qui est peut-être le plus fondamental, même s'il s'éloigne pour le coup assez de la démarche scientifique, c'est on prend la question de la beauté et du rapport entre les hommes et le monde. Pour aborder cette question, il y a une réflexion intéressante d'Heidegger dans une conférence ou un article où il fait la distinction entre deux formes de pensée. Il dit qu'il y a la pensée qui calcule et la pensée qui médite. Il dit que la pensée qui calcule est une pensée qui est nécessaire. Donc la pensée qui calcule, ça va être la pensée scientifique, par exemple, que j'ai présentée, cette interrelation, la base géochimique de la vie, les équilibres énergétiques, etc. Donc la pensée qui calcule, d'après Heidegger, elle est nécessaire, elle est incontournable. En gros, il vaut mieux calculer que ne pas calculer. Il vaut mieux savoir les choses précises que de ne pas les savoir, les prendre en compte que de ne pas les prendre en compte. Mais Heidegger souligne le fait que la pensée qui calcule, elle a un problème, c'est qu'elle ne s'arrête pas, en fait. Elle est toujours entraînée vers un autre calcul, ce qui rejoint ses autres réflexions sur la technique, en disant finalement, si on est toujours dans le calcul, à un moment ou à un autre, on finit par devenir nous-mêmes un simple paramètre, et l'homme devient lui-même une partie du fond au sens le fond qu'on exploite. Heidegger, dans son article sur la question de la technique, montre justement que le déploiement de la technique, en dernière instance, finit par remettre en cause la dignité même de l'homme, parce qu'une fois qu'on a vraiment décidé de mettre tout le monde en étagère, ce qu'il appelle l'arraisonnement du monde, la mise en étagère, il ne reste plus qu'une chose à mettre sur l'étagère, c'est l'homme lui-même. On devient une matière première. La GPA, par exemple, est une des questions sur lesquelles on peut se dire qu'on perçoit un petit peu ce qu'Heidegger voulait dire quand il dit que l'homme lui-même fait partie du fond quand on laisse la technique se déployer. Et donc il oppose la pensée qui calcule à la pensée qui médite. Alors pourquoi est-ce que dans l'écologie ça peut être important? Parce que si on est sur l'écologie sur la pensée qui calcule, ou l'écologie qui calcule si on veut, on est donc dans le raisonnement du développement durable, au sens où on va essayer de faire en sorte que le développement humain il repose sur des bases solides, sur une exploitation raisonnée des écosystèmes. Donc on va préférer tel type de ressources à tel autre, on va utiliser tel type de culture plutôt que tel autre, mais on est toujours sur une démarche utilitariste. On est sur comment on va réussir à se déplacer, sur la question de la mobilité, comment on va réussir à nourrir 6 milliards d'hommes, 7 milliards, 8 milliards, 12 milliards. On reste toujours sur cette question-là. Donc, il y a toujours aussi cette question des limites qui apparaît. Et il y a finalement aussi tous les pans entiers de la nature qui n'ont pas leur place dans cette démarche-là. Parce que les grands mammifères, hors sujet, grands mammifères, ils ne nous servent à rien. Le tigre tibérique, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, au niveau du développement durable, c'est exactement équivalent. À la limite, il vaut mieux même qu'il n'existe pas, parce que s'il n'existe pas, ça fait un territoire qui se libère pour l'exploitation humaine. Un certain nombre d'espèces vont être utiles parce qu'on va se dire qu'il y a des molécules pharmacologiques qui pourraient être développées à partir de ça, mais si ce n'est pas le cas, exit, c'est inutile et c'est des espèces qui peuvent comme ça disparaître. Le meilleur exemple étant tous les grands mammifères, en fait, qui pour l'homme sont avant tout des concurrents. Donc les éléphants, les girafes, si on est sur une démarche de développement durable, il vaut mieux que toutes ces espèces-là dégagent, parce que si on veut vraiment nourrir 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards d'individus, il faut que les autres espèces nous fassent un petit peu de la place. Et le problème, c'est que dans ce cas, on se laisse se déployer la technique, et puis à partir d'un moment, on se retrouve sur un espace complètement rempli par l'homme, et rien que l'homme, et l'espace habité par l'homme. La biomasse la plus importante sur Terre, c'est l'homme et les espèces qui constituent son cheptel. Donc évidemment, on ne va pas considérer les poulets, les vaches, etc. comme des espèces animales sauvages et classiques. En fait, c'est juste une excroissance de l'humanité d'une certaine manière. Et ça pèse déjà beaucoup plus que le reste à la surface du globe. Et la démarche, donc la pensée qui calcule, elle va évidemment à l'extrême de ça, et elle nous coince dans une logique purement utilitariste. Et c'est là, du coup, qu'il est utile, comme une sorte d'antidote, la pensée qui médite, c'est-à-dire que l'homme, il doit être capable à un moment de s'arrêter, de ne pas penser en termes utilitaristes son environnement. Donc ça rejoint la démarche d'Hénard, c'est-à-dire on va se poser, on va regarder le loup et on va apprécier la beauté du loup.
Il faut qu'on soit capable d'être uniquement des observateurs dans certains cas. Il ne s'agit pas de nier complètement l'intérêt de la démarche utilitariste. Évidemment, il vaut mieux se nourrir avec des systèmes efficaces que mourir de faim parce qu'on ne sait pas très bien comment poussent les plantes. Mais il faut faire une place dans notre existence sur Terre à cette idée qu'on est là parfois juste pour se mettre en retrait, observer, laisser la vie sauvage pour elle-même. Et le fait d'être capable d'apprécier ou non la beauté d'un paysage, c'est aussi un élément discriminant. L'écologiste qui est purement dans ce calcul est parfois très fondé sur des données scientifiques solides, etc., mais qui est incapable à un moment de se dire maintenant laissons de la place aux autres espèces gratuitement, parce que l'humanité elle a peut-être un rôle un peu à part, elle n'est pas là que pour exploiter au maximum son environnement, mais elle est là peut-être pour donner du sens à tout ça, et donner du sens, ça commence par déjà observer, donc là je ne vais pas plus loin parce que c'est des choix philosophiques, spirituels, etc., qui peuvent ensuite apporter des réponses différentes, mais on arrive à un moment ou à un autre, quand on essaye de faire un pas de côté par rapport à la démarche utilitariste, vers cette idée de quelle est exactement la place de l'homme par rapport au monde, par rapport aux autres espèces. Et un élément qui peut être, non pas un élément de réponse, mais peut-être une conclusion, c'est la fameuse vers d'Hölderlin qui dit à un moment que c'est en poète que l'homme habite la Terre. Et c'est aussi peut-être une façon dont on peut voir nos relations avec le reste du monde. C'est pas uniquement en agriculteur, en écologiste, au sens de la pensée qui calcule, c'est aussi en poète qu'on doit être capable d'habiter la Terre. Voilà pour le dernier point. Bon, bah, on peut applaudir. On va passer à une séance de questions-réponses d'une quinzaine de minutes. Donc, si vous avez une question, bah, on commence, allez-y. Quand vous mettiez en parallèle l'écologie conservatrice de Hénard et l'écologie qu'on va qualifier de libérale ou de progressiste, subversive, enfin. Ouais. Vous disiez justement que dans les deux courants de pensée, celle de Serge Moscovici était plus progressiste et qu'elle justifiait son idéologie, par exemple immigrationniste, LGBTiste, etc., par le fait que comme l'homme évolue, comme le vivant évolue, il est naturel que l'homme évolue aussi. Mais est-ce que c'est une justification qui est officielle idéologiquement, ou c'est une interprétation que vous faites ? Non, elle n'est pas officielle, mais elle n'est pas non plus. C'est pas moi qui l'a fait. En fait, cette distinction, c'est un politologue qui s'appelle Jean Jacob, qui a fait une histoire de l'écologie politique, qui avait distingué ça. Donc, il appelle ça le naturalisme conservateur. Et donc, il identifie toute cette mouvance structurée autour de Wechter à travers cette influence d'Hénard. Et l'autre, il l'appelle le naturalisme subversif. Et il fait, lui, très clairement le lien entre Moscovici et Lalonde. Lalonde était ouvertement un proche de Moscovici. Moscovici a beaucoup... je ne sais plus s'il était membre des Verts, il était membre de Génération Écologie au début des années 90, il est mort peut-être autour de 2000, donc il a vraiment participé à l'écologie et il a justifié lui-même effectivement ses choix de société. Et cette justification ensuite elle est assumée ou pas aussi en fonction du bagage intellectuel des uns et des autres. C'est-à-dire des gens comme Noël Mamère, comme Brice Lalonde, enfin M. Brice Lalonde n'est plus dans les débats vraiment de ce genre-là, mais il y a un certain nombre d'écologistes de l'engagement politique qui assument leur inspiration à partir de Moscovici. Mais ensuite, je ne sais pas si... Ça serait Darwin ou pas ? Oui, enfin, en tout cas, oui, il est dans... Cela dit, dans les années 70, le darwinisme, il a déjà été largement complété. Hein. On n'est plus sur la théorie de l'évolution, mais sur la théorie synthétique de l'évolution, Dawkins, etc. Mais de toute façon, oui, vu que scientifiquement, il y a le consensus sur l'évolution largement développé après la base de Darwin, de toute façon, oui, il est sur l'évolution. De la même façon qu'Hénard. Le processus évolutif, c'est d'abord une pression de sélection et ensuite il y a une évolution. Tandis que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit l'homme évolue par lui-même, pas par une pression de sélection. Bon, cela dit, même chez Darwin, hein, alors, effectivement, il y a la sélection, mais le darwinisme n'est pas aussi compétitif que parfois on l'imagine. Darwin dit bien que l'état normal de la relation entre les écosystèmes, enfin, il n'utilise pas ce vocabulaire-là, c'est quand même la symbiose, l'harmonie et l'équilibre. Simplement, Darwin montre qu'à des moments, il y a des crises qui se produisent. Donc là, la crise écologique actuelle, c'est l'homme qui la produit, mais il y a des tas d'autres phénomènes qui peuvent provoquer un déséquilibre à une grande échelle ou pas. Et à ce moment-là, l'équilibre étant rompu, on a une compétition entre les espèces et chacun essaye d'occuper les niches. Et ensuite, ça se stabilise à ce qu'on appelle un climax et on a à nouveau l'équilibre. Donc la compétition chez Darwin
elle est quand même plutôt l'exception que la règle. Donc ça, finalement, l'interprétation politique derrière qu'on peut en faire, elle reste assez libre. Darwin ne nous donne pas forcément... Le darwinisme social, par exemple, n'est qu'une interprétation parmi d'autres de ce que Darwin lui-même dit. Une autre question? Ouais, monsieur. Moi j'ai une question d'ordre beaucoup plus général et beaucoup plus terre à terre. C'est une question de vocabulaire et de terminologie. Parce que je prends un référentiel par exemple, qui est le référentiel du bâtiment et de l'architecture en général, où on ne parle pas en termes de vocabulaire d'écologie et de durabilité, on parle d'environnementalisme et de soutenabilité. Et par rapport à ça, j'avais la question de savoir est-ce qu'il existe une théorisation, est-ce qu'il existe de manière contemporaine des ouvrages ou des personnes qui ont fait ce travail de théoriser et de donner un nom et de vraiment nommer toutes ces choses pour qu'on sache de quoi on parle au final. Oui, bah ça, vous avez une littérature de l'écologie, du coup, encore scientifique, ou alors, parce que l'écologie politique, il peut y avoir deux sens, hein, je n'ai pas abordé ça, il y a l'écologie politique au sens, les partis qui se réclament de l'écologie et qui font des choix, mais il y a l'écologie politique dans le sens encore scientifique du terme, dans simplement les choix politiques de l'humanité, l'organisation des sociétés, elle-même, elle a une influence sur l'environnement, mais en restant sur une démarche d'observation. Donc cette littérature-là, elle est très abondante. Et alors un nom, comment il s'appelle, quelqu'un qui a écrit un bouquin qui était un peu la référence sur justement cette écologie, sans prendre de parti, même si lui-même avait été ouvert, qui s'appelait Déléage. Je ne sais plus le prénom, il avait écrit un que sais-je, par exemple, sur l'écologie. Alors je ne sais plus si c'est Pierre, parce qu'il y a plusieurs Déléages. Oui, ça devait être lui, parce qu'il y a d'autres déléages qui ne sont pas du tout dans le domaine de l'écologie aussi. C'est peut-être lui. Enfin, voilà, c'est un des noms qui me viennent, mais oui, là, de toute façon, oui, il y a des précisions dans le domaine de l'écologie scientifique. Oui. Il y a de toute façon, l'écologie, c'est aussi une discipline qui est enseignée en tant que telle dans certaines universités, dans les départements de sciences. Et donc là, ils abordent justement aussi tous ces concepts-là. Alors, c'est juste soutenabilité, durabilité. Des fois, c'est des questions un petit peu de traduction, hein, parce que des fois, on dit, oui, en anglais, le terme qui a été traduit par développement durable, c'est sustainable development. Puis on dit, normalement, c'est soutenable. En fait, c'est un peu jouer sur les mots, parce que sustain en anglais, c'est aussi durer. Enfin, ceux qui font de la guitare et qui ont une pédale sustain, c'est pour faire tenir la note, donc c'est bien de la rendre durable. Donc, voilà, soutenable, c'est une autre façon de traduire. C'est justement ce qui fait le petit chipotage dans le vocabulaire dans le domaine de la construction, c'est que dès qu'on parle d'architecture écologique par exemple, on tombe direct dans le lobbyisme de la labellisation et de l'instrumentalisation politique du bâtiment. C'est pour ça qu'on a un vocabulaire qui est vraiment à définir, notamment dans ce domaine-là. Parfois aussi, la nuance, alors ça ne doit pas être la même que dans le domaine professionnel du bâtiment, etc., qu'on fait entre environnementaliste et écologiste, et souvent que l'environnementalisme est vu comme une prise en compte de l'écologie de façon un peu secondaire. En gros, l'écologiste, au sens politique, ça va être celui vraiment qui a cette vision globale, les relations systémiques, etc. L'environnementaliste, c'est celui qui, dans ses préoccupations, fait une place aux questions d'environnement, mais n'a pas le raisonnement global. Parfois, dans le domaine politique, quand on utilise les deux termes, c'est plutôt, en français en tout cas comme ça, parce que par exemple, dans le monde anglo-saxon, là, le vocabulaire il est complètement différent. Environnementaliste n'est pas du tout connoté comme en France. Une autre question ici? Oui. Oui, vous parliez tout à l'heure de critique du progrès, mais c'est vrai que ça soulève chez moi quelques questions, quelques craintes. Quand on me dit critique du progrès, décroissance, moi j'ai tendance à penser régression, retour à la bougie, par exemple, caricaturer. C'est vrai que ça paraît aussi critiquable de régresser, de défaire le progrès. Ah oui, alors attention, parce que l'inverse du progrès, c'est pas forcément le regret, du coup, d'une certaine manière. C'est simplement qu'on refuse de se placer sur une flèche unidirectionnelle. Le retour à la bougie, non, parce qu'on a le choix. À partir du moment où on refuse le progrès, ça ne veut pas dire qu'on veut faire le chemin en marche arrière. C'est simplement dire qu'à chacune des étapes où on nous propose une évolution, comme inéluctable, etc., notamment les choix technologiques, on se donne le choix de les accepter ou pas et de les sélectionner. Donc en fait, dans le refus du progrès, normalement, la liberté politique, c'est-à-dire le choix, il est plus grand que dans l'idéologie du progrès, où on est sur une flèche inéluctable. Mais quand on est dans l'idéologie du progrès, justement parce qu'on la croit inéluctable, on estime que toute remise en cause va être une régression, un frein, et du coup on disqualifie ça. Le retour à la bougie, effectivement, c'est l'expression typique pour disqualifier la critique du progrès, mais bon, vous voyez peut-être vous-même en quoi elle est caricaturale, quoi. Est-ce que tu veux dire qu'il y a pour beaucoup de
innovations, certaines sont bonnes, pas toutes. Oui, bah c'est ça, Voilà, c'est bien ça l'idée du choix, c'est pas... faut les accepter toutes. Oui, c'est ça, c'est pas l'idée de penser que la technologie elle est mauvaise en soi. Même si certains penseurs, j'ai évoqué tout à l'heure Illich par exemple, qui vont considérer quand même que dans la technique, il y a toujours quand même un problème qui aboutit au final à une perte de liberté. On a quand même une aliénation par la technique qui a pu quand même être théorisée et puis argumentée de façon assez solide. Mais on peut quand même faire le choix. Mais souvent les défenseurs du progrès la présentent comme une libération. Ce progrès émancipateur, etc. Et Illich, dans les années 70, à travers différents livres, a montré qu'il y avait ce qu'il appelle la contre-productivité du progrès, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, il apporte effectivement une amélioration et une forme de libération, mais il y a toujours un point critique où l'excès de présence de cette technologie, elle devient aliénante. Et donc finalement, le choix, il peut se faire aussi, non pas dans le refus de la technique, mais dans la possibilité de la circonscrire et puis d'empêcher qu'elle ait une emprise aliénante. Il reste 5 minutes pour une dernière question. Alors, monsieur, là. Oui. Une critique presque, qui fera le lien avec la conférence peut-être sur l'identité. Comment tu fais le lien entre la décroissance qui va demander, comme dirait Jean-Paul Martinez, de lisser les solutions au niveau des problèmes, c'est-à-dire de prendre des solutions au niveau mondial, parce que un écosystème, ça se gère, on prend des décisions sur le monde entier, avec le fait de respecter les souverainetés, les frontières, les identités. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire avec les autres engagements ? Non, et du coup je vais pouvoir répondre à la question que j'avais voulu me poser, qui était la question sur le lien entre le cloisonnement, l'immigration, etc., et la question des limites et du malthusianisme. Parce que ça rejoint justement cette question de la souveraineté des territoires ou de la dimension forcément mondiale du problème. C'est pas moi d'ailleurs qui suis à l'origine de ça, c'est un écologiste qui d'ailleurs est militant chez les Verts, qui s'appelle Michel Sourouille, qui a écrit pas mal de livres, et qui avait dirigé en particulier un livre qui s'appelait Moins nombreux, plus heureux, chez Sang de la Terre, donc le même éditeur qu'avec Antoine Wechter, qui était un livre collectif avec différents chapitres plus ou moins intéressants, et lui il avait fait un chapitre qui parlait en gros d'un monde plein et cloisonné. Quel est le raisonnement ? À partir du moment où on a pris en compte le facteur malthusien, ce qui est déjà le préalable, parce qu'il y a il est bien au courant de ça d'ailleurs, à l'intérieur des Verts, il est un petit peu le seul, il rame pour essayer de remettre la démographie à la place qu'elle avait dans les années 70. Et donc lui, il est clairement malthusien, donc conscient de la surpopulation, des limites. Et son raisonnement est que si on se place uniquement à un niveau mondial, on va être dans la possibilité de repousser les limites, parce qu'on va toujours être capable de généraliser un système de production plus efficace ailleurs, de rendre disponibles les territoires qui sont encore inexploités, de défricher la forêt amazonienne, etc. Et du coup, la mondialisation de cette approche, donc population, ressources, territoire, et de considérer ça à l'échelle mondiale, donc une population complètement mobile qui peut aller des lieux de forte pression démographique vers les lieux de faible pression. Il y a trop de naissances à tel endroit, mais c'est pas grave parce qu'à tel endroit, la population est vieillissante, donc on va compenser. Le territoire, il est vu comme un territoire planétaire uniquement, et les ressources, elles sont du coup mutualisées et mondialisées. L'écologie, c'est un peu, j'avais pas utilisé les termes, mais territoire, population, ressources, c'est vraiment les concepts qui sont au cœur de l'écologie et qui du coup rejoignent toutes ces questions de mondialisation, souveraineté, etc. Donc, si on est dans l'approche mondialiste, on considère tout ça comme étant des vases communicants et surtout qu'il y a la possibilité, il y a un droit universel à la mobilité, ce qui est la position des Verts sur la question. Michel Sourouille, il disait au mois d'août quand je l'avais rencontré, la dernière fois qu'il avait participé à une commission au sein des Verts sur la question, ça s'appelait immigration, et lui il voulait justement questionner le sujet de l'immigration. Or, il s'est aperçu très vite qu'en fait, le titre était immigration, mais le vrai sujet, pour eux, était défense des droits des sans-papiers. Donc, malgré tout, ils restent au vert, ils rament, etc. Et sa démarche, c'est de dire, si on est au niveau mondial, on va repousser les limites, et finalement, on va aller vers la surexploitation la plus efficace et la plus totale possible, et on ne va pouvoir se poser le problème que quand on aura vraiment atteint les limites. Donc, on peut nourrir 12 milliards, 15 milliards, etc., et que se passe-t-il au moment où on n'arrive plus à repousser les limites parce que la Terre est pleine, parce qu'on a vraiment
répartit au maximum les ressources, les populations, etc., bah là on se prend une catastrophe malthusienne sur le coin du nez. Donc de toute façon on n'y échappe pas. Et on va simplement se prendre le problème au moment où il sera le pire, parce qu'on n'aura vraiment plus aucune marge de manœuvre à ce moment-là. Par contre, si on prend comme légitime le principe du cloisonnement, donc on refuse le droit universel à la mobilité, mais qu'on dit mais chaque communauté humaine est souveraine sur son territoire, elle est libre de contrôler ses frontières, de réguler les flux, de laisser entrer qui elle veut, etc., de laisser sortir qui elle veut, à condition qu'il y ait un territoire qui soit capable de les accueillir, etc. Là, on n'est pas vu qu'on n'est pas dans les vases communicants, on n'est pas obligé d'être dans la surexploitation. Parce que le territoire qui réussit à être sur une démarche malthusienne, qui contrôle sa natalité, le Japon, qui est vieillissant, par exemple, dont la population régresse, un territoire qui a un vaste espace naturel, le Bhoutan, qui a décidé que 80% de son territoire était intouchable. Bon, c'est pas gros, hein, mais si le Brésil faisait la même chose, ce serait pas mal non plus. Si on admet au niveau du droit international qu'il y a vraiment un droit absolu des communautés politiques, des États, en fait, enfin ça pourrait être à n'importe quelle échelle, on pourrait très bien imaginer que chaque région européenne ait ce droit-là, pourquoi pas, ce droit de limiter la mobilité, que ce soit les États européens ou que ce soit l'Union européenne. À la limite, l'échelle peut être discutée, mais à condition que ça ne soit pas, en tout cas, l'échelle mondiale, qui n'en est du coup pas vraiment une. À partir du moment où on admet ce principe du cloisonnement, chaque territoire va être confronté éventuellement à ses limites tout seul. C'est un peu égoïste, mais au niveau de l'humanité, c'est mieux. Parce que si vous avez le Japon qui vieillit et qui refuse d'entrer les autres, ça veut dire que le Japon lui-même, il va être dans cette démarche d'être de moins en moins lourd au niveau de son impact. Enfin, je laisse de côté le niveau de vie, parce que l'impact, c'est évidemment pas que le nombre des hommes, c'est aussi la consommation. Enfin, le nombre des hommes, de toute manière, il est incontournable. Donc le Japon, s'il vieillit, il décroît, et puis qu'il trouve des systèmes de robotique, etc., ils décident de travailler jusqu'à 75 ans, et ils ont la motivation. Très bien, ils ont trouvé leur équilibre. On les laisse faire. Si un pays dit que pour une raison ou une autre, religieuse par exemple, parce que c'est le territoire des esprits, parce que le territoire du tigre, etc., il est sacré et qu'on décide de ne pas y toucher, c'est autant de gagner. Et si par contre vous avez un territoire où les humains prolifèrent, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place des stratégies malthusiennes, ils n'arrivent pas à mettre de planning familial, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'aller chez les autres, mais les autres, ils ont le droit de les refuser. Ou alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent de faim, ils s'entretuent, ils ont éventuellement des épidémies parce qu'ils s'entassent dans des bidonvilles insalubres, etc. Ils se prennent les catastrophes malthusiennes. Comment ils y échappent? Soit ils décident de ne pas y échapper, et puis les autres, ils les regardent un petit peu désolés, mais en disant c'est votre problème, mais on ne va pas être votre déversoir. Ou alors on espère que chaque société est capable de faire un petit progrès, pour le coup, là on peut admettre un minimum de progrès, et de considérer que Malthus avait peut-être un petit peu raison, de chercher des solutions préventives, planning familial, etc., pour éviter de se prendre les catastrophes malthusiennes de régulation. Mais si on ne veut pas que ça se fasse à l'échelle mondiale quand on sera 15 milliards et que la planète sera surexploitée, il faut admettre que chaque territoire soit un minimum cloisonné par rapport aux autres. Et finalement, la solution, elle est aussi dans l'égoïsme. Égoïsme limité, parce qu'il ne s'agit pas juste de regarder les autres crever, mais de leur dire, si vous ne voulez pas mourir de faim, vous allez peut-être utiliser les techniques de contraception qui, chez nous, n'ont pas trop mal marché, etc., etc.